La nouvelle année est arrivée, puis vous êtes peut-être en train de vous fixer des nouveaux objectifs pour 2022, des nouvelles résolutions. Si c'est le cas, puis que vous avez des objectifs au niveau physique, au niveau de votre santé mentale aussi, rendez-vous en magasin chez Popeyes Supplément pour aller bénéficier des conseils des experts qui sont là. Ils vont pouvoir bien vous épauler pour vous donner toutes les chances possibles de réaliser vos objectifs. C'est reparti pour un autre épisode de Chiller chez Boulet. J'espère que tout le monde est en forme, que vous soyez en train de nous écouter sur YouTube, sur Apple, Spotify, peu importe la façon. D'ailleurs, on est disponible partout. Les petits rappels habituels, je veux vous rappeler que je suis en ondes à la radio, 99.5 à Week-end, dans l'émission On part ça de même avec Mélanie Ménard de 5h30 à 9h du lundi au vendredi. Je veux encore en profiter pour remercier mes amis de chez Popeyes Supplément. Rendez-vous en magasin pour obtenir les conseils des experts là-bas qui vont pouvoir vous donner ce que vous avez besoin pour votre réalité à vous. Mon invité aujourd'hui, c'est Stéphanie Harvey, mieux connue peut-être pour certains sous le pseudonyme Miss Harvey, qui est une icône de gaming à l'international. Je suis super content de te recevoir parce que je te suis depuis plusieurs années. Ouais. Dans le monde du gaming, tu es une légende présentement. Hey, c'est dur pour moi de dire, ouais. C'est vrai que c'est une drôle d'intro parce que là, je te pitch ça dans ta cour de corroborer ma version. Je sais si je suis humble ou si je suis un trou de cul. Non, mais t'as pas besoin de corroborer parce que tu l'es. Honnêtement, tu fais rayonner le Québec au niveau des jeux vidéo depuis longtemps. Ça fait 20 ans que tu fais ça? Ou? Ouais, ben j'ai commencé à compétitionner il y a 18 ans. Fait que on a à peu près le même âge. Fait que ça fait mais j'apprécie beaucoup que tu sois ici parce qu'en plus, t'es en pleine journée de déménagement. Ouais. Ton chum et toi, vous avez acheté un condo à Montréal. Tu es arrivé en ville aux petites heures du matin, à l'heure où moi je me levais pour aller travailler. Tu as commencé à placer tes affaires. Tu es venu jusqu'à Marieville pour venir faire le show. Ouais. Que... En fait, on a tout comme planifié la semaine avec le show parce que, tu sais, c'était soit mon chum attendait dans le parking pendant 3 heures avec le stock ici. On a des chaises, il aurait pu s'asseoir. Pour vrai, là, il voulait pas rentrer. Il dit, OK, ben, le plan numéro 1, c'était on arrive avec tout le stock chez vous là, puis lui attend dans le char parce qu'il voulait pas se faire voler nos ordinateurs. Ben non, mais je vous aurais rentré dans le... Puis là, j'ai dit, ben non, tu vas rentrer. Il dit, non, c'est ça le plan, j'attends dans le char puis je travaille. Puis là, finalement, hier soir, il dit, écoute, j'ai fini mon show, moi, à minuit. Ça supposé finir à 7 heures. à Québec? On a fait à Québec des overtime puis tout. Peu importe. Ça a fini à minuit. Puis là, il dit, on part à soir. Je suis comme, c'est toi qui chauffe? Il dit, ouais, let's go. Fait qu'on est arrivé à Montréal à 4 heures. Puis défaire du stock d'un char plein à 4 heures là, pour pas déranger les voisins qui ont tous des condos. Puis il faisait frette. Là, je me suis réveillé vers cette heure-là. Fait que c'est pas... Je me sentais comme une voleuse, tu sais, genre, dans ton nouveau condo. Tout était cool, tu sais. Fait qu'on a dormi sur le plancher. Puis c'était quoi ton show à Québec hier? Dans le fond, en fin de semaine, j'ai hosté un tournoi de Valorant, qui est un nouveau jeu de 10 000 $. Puis c'était le Miss Harvey Invitational. Fait que c'était sur mon channel Twitch. Puis le monde, il faisait des compétitions. Puis c'était 5 000 $ à la charité, 5 000 $ aux gagnants. Puis ça, au lieu de... Moi, j'avais prévu que le show soit de 3 à 9, mettons. Ouais. Puis ça a été un show incroyable. Il y a eu des matchs complètement crazy. Là. Imagine, mettons, 3 matchs de hockey avec 3 supplémentaires dans chaque match de hockey back-to-back-to-back. C'est un peu ça qui s'est passé. Fait que ça a fini à minuit. Mais c'est écœurant ce que tu réussis à créer. Puis, tu sais, je veux juste, encore une fois, situer qui tu es parce que j'anticipe que la plupart des gens qui me suivent peut-être ne le savent pas. Attends, check ça. Dans tes 16 années en e-sport en tant que joueuse, puis 7 ans dans l'industrie en tant que développeuse, voici certains des prix qui t'ont été décernés. Le premier attire mon attention. Un Forbes 30 Under 30. Uh-huh. Forbes. Tu sais, c'est des prix qui sont décernés à l'international. Une des 100 femmes de la BBC, puis le titre de Canada's Smartest Person à la saison 3 de la CBC. Mais tu viens de Québec. Il y a plein d'affaires que j'ai envie de jaser avec toi. Tu es ultra inspirante, tu es souriante. Puis non seulement tu es dans le gaming, mais tu es aussi très, très impliqué dans tout ce qui est sensibilisation aux effets négatifs. Mais commençons par la base. Comment tu es entré dans cette industrie-là, ce milieu-là, comme tout le monde en commençant à gamer au début? Tu sais? Ouais, mais écoute,
comme tout le monde, je jouais à des jeux vidéo. Tu sais, notre génération, on est né avec les consoles, là. Fait que, tu sais, on a tout eu, genre, un Nintendo, ou nos amis en avaient, puis on louait des Nintendo, peu importe. Fait que, tu sais, c'est un peu ma génération. Ben, c'est un peu comme ça, moi, j'ai été. Mais ce où j'ai été chanceuse, c'est que mes parents, ils m'ont pas acheté des trucs genrés. Tu sais, mon père et ma mère se sont pas dit, ah non, c'est une fille, on n'y achète pas des jeux vidéo. Ouais. J'allais sur le terrain de golf avec mon père, j'allais sur les chantiers de construction avec mon père. Mon père, c'était un joueur semi-pro de hockey. Il a joué pour Boston dans les années 70. Fait il m'a toujours traité comme si j'étais le fils qu'il n'a pas eu. Puis la même affaire que ma mère, elle, mes parents, ils ont des familles de. Mon père a 18 frères et sœurs, ma mère en a 14. Wow. Fait que, ils ont des familles énormes. Fait que ma mère, elle me traînait partout dans la famille. J'étais autant une fille qu'un gars. Je faisais tout. Puis ça m'a permis vraiment de m'épanouir à mes passions que moi, je tripais dessus et pas ce qu'on me disait. Ouais. Fait que, si j'aimais pas, j'ai fait du patin artistique pendant comme 7-8 ans, puis à un moment donné, j'étais comme non. J'aime pas ça. That's it, genre, c'est pas pour moi le patin. Puis mon parent, ils ont fait, OK, c'est beau, on passe à autre chose, tu sais. Fait que j'ai fait énormément de sport, je touchais à tout, je fais du théâtre, de la danse, de l'art. Puis mes parents m'ont comme toujours dit, fais ce que tu veux. Puis dans la génération qu'eux, ils ont été élevés, j'ai toujours trouvé ça extrêmement impressionnant. Je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi ils sont autant, je dirais, ouverts et avant-gardistes, parce que, surtout avec des grosses familles très religieuses, ils sont pas mariés. Tous leurs frères et sœurs sont mariés. T'sais, à l'époque, c'était plus... c'est bizarre. c'était plus... C'est bizarre, puis ça fait presque 40 ans qu'ils sont ensemble. Là. Fait qu'ils sont vraiment hot. Puis, fait que toi, t'as essayé toutes sortes d'affaires, puis à un moment donné, t'as essayé les jeux vidéo, puis c'est là que t'as eu le déclic? Ouais, ben, j'ai toujours joué, mais je pense que c'est vraiment quand j'ai découvert le jeu multijoueur. Fait que là, quand on a commencé à avoir Internet dans les maisons, là, avec le dial-up au téléphone, là, que ta mère, elle disait... Ça prenait le modem, là, c'est ça, ouais. Faut que j'appelle ma tante, tout ça. Puis nous autres, on n'a jamais eu de répondeur ou rien. Fait que quand ça a commencé, moi, j'ai découvert le jeu multijoueur parce que j'habitais dans une école secondaire, à côté d'une école secondaire qui avait un LAN center en face. OK. Fait que ça, il n'y a pas grand monde qui sont chanceux de même. Ça veut dire que sur l'heure du midi... C'est quoi un LAN center, excuse-moi? Ben, c'est ça, c'était un genre de café Internet, mais c'était fait pour le gaming. OK. LAN, c'était le fil, là, tu sais. Ouais, c'est le LAN, c'est le Area Network, là, Local Area Network. Fait que, dans le fond, il y avait plein de jeux, plein d'ordi connectés en network, puis c'était vraiment fait pour le gaming. Puis en Asie, c'est extrêmement commun. Il y en a un à toutes les 4 portes, là, partout. Ça s'appelle des PC Bang, puis c'est vraiment la culture asiatique. Mais au Québec, ben écoute, c'est vraiment bizarre, mais il y en avait plus dans le temps parce qu'on n'avait pas d'Internet, le monde n'avait pas des gros ordi à la maison, puis tout. Fait que, sur l'heure du midi, mes amis de gars, ils allaient là. Puis moi, je vais aller au bal avec un gars très précis. Puis moi, quand je veux quelque chose dans la vie, puis il jouait à un jeu qui s'appelait Counter-Strike. Puis on se parlait vraiment presque pas, là, tu sais, il m'avait pas sur son radar. Puis son meilleur ami m'avait dit, viens-t'en, là, on t'initie à Counter-Strike au Lancer en face. Fait que 5$, une poutine, puis 45 minutes de jeu à Counter-Strike, un midi, puis c'est comme ça que je suis en amour avec ce jeu-là. Ça a vraiment... Je dis souvent ça, là, je sais pas si tu vas relate, là, mais moi, quand j'étais ado, j'ai encore un peu le mal de vivre. Mais quand j'étais ado, j'avais vraiment le mal de vivre. Tu sais, genre de ultra émotion, comprends pas ce qu'on fait ici. Ouais. Jamais jusqu'au suicide, mais comme juste pas bien tout le temps. Puis là, j'ai trouvé ma tribu. Genre, je dis ça en anglais, j'ai trouvé ma tribe. Ouais. C'est comme si je recherchais quelque chose, puis là, d'un coup, l'espèce de LAN Center m'a offert une espèce de centre communautaire, dans le fond. C'était pas ça du tout, mais c'était mon centre communautaire. On y allait après l'école, là, sur le midi, on y allait avant d'aller au cinéma, on y allait en revenant des bars, puis c'était ouvert 24h/24. Wow. Fait que, tu sais, au lieu d'aller dans un after hour, péter, tu sais, moi, j'étais comme, on s'en va-tu gamer? Fait que, on gamait jusqu'à 7-8 heures du matin, pour ça, j'allais me coucher, tu sais. Fait que c'était comme mon espèce de safe space, puis ça m'a vraiment empêché probablement d'aller potentiellement dans des pattes un peu bizarres, là, parce que je revenais tout le temps à gamer, puis tu sais, on s'entend qu'il y a des gamers, il n'y a rien de pas tant menaçant que ça, là. mais puis ça t'a permis, tu sais, t'as commencé à jouer à Counter-Strike comme ça, en courant après un gars, ça a-tu fonctionné avec le gars, finalement? Mais j'étais son deuxième show au bal, parce que j'ai demandé... Il m'a dit non. Il est allé demander à sa numéro 1. Elle a dit non. Donc là, il est revenu me voir. Finalement, oh shit. Ah là là. Mais on n'est même pas arrivés ensemble. Il est arrivé en Porsche avec un de ses amis, puis il y avait juste 2 places. Fait que le gars conduisait à Porsche, puis lui était dans le passager. C'est un cauchemar.
C'est un cauchemar. Ouais, fait que mes parents sont venus me porter au bal. Puis là, genre, je suis sortie, puis j'ai donné les bisous à mes parents, puis genre, je suis rentrée au bal tout seul. Tu sais, fait qu'on s'est vu genre 5 minutes. Là. Ouais, c'était pas aussi chevaleresque que tu souhaitais. Mais ceci étant dit, Counter-Strike, ça t'a permis, ensuite de ça, t'as eu 5 championnats du monde à Counter-Strike? Ouais, 2007, ça a été mon premier, puis mon dernier en 2015. Fait que quand même, sur quasiment 10 ans, sur 2 jeux différents. Fait que moi, je considère ça très hot. Mais c'est effectivement très hot. Mais à quel moment tu commences à jouer juste pour le fun? Puis comment ça devient une job ou ça devient un objectif de carrière? Ben, en 2021, c'est beaucoup plus droit qu'avant. Oui, mais là, toi, il fallait que tu défriches là, dans le temps. Moi, il n'y avait rien. Tu n'avais pas de salaire. Les tournois, c'était un tournoi par année. Passion, là, tu gagnais 1000$, t'étais déjà wow, you made it, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il fallait que tu aies une deuxième job. Je vois ça souvent comme un athlète olympien. C'est vraiment ça comparé, mettons, à un joueur de hockey. Ouais. T'as pas de parcours, t'as pas de soutien. Il faut que tu fasses des sacrifices, ta famille. Puis, tu sais, surtout, moi, c'est des sacrifices à faire en sachant probablement que ça va rien donner parce que ça n'existait pas, le gaming. Ouais. C'était pas une grosse affaire. Ta famille te voyait, tu sais, puis est-ce qu'ils se posaient des questions sur ton, ton niveau d'implication émotif là-dedans? Là? Mais encore une fois, sans eux, je serais pas là parce que à un moment donné, moi, j'allais à l'université, j'ai travaillais, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, puis je compétitionnais internationalement. Mais tu sais, on compétitionne internationalement en 2003, 2004, 2005. Là, tu payes pour tes voyages. Ben oui. Fait que là, moi, à un moment donné, je rentre en architecture à l'université. Un des programmes les plus difficiles universitaires. Puis là, ça marche plus. Là, j'ai plus le temps de travailler, j'ai plus le temps d'étudier, puis j'ai plus le temps de compétitionner. Puis j'ai dit à mes parents, moi, je lâche pas la compétition. Fait que êtes-vous avec moi, puis supportez-moi dans mes études, parce que, genre, le choix va être très facile pour moi, là. Genre, si je suis pas capable de payer pour mes études ou si je suis pas capable d'avoir votre soutien, c'est les études qui lâchent. Puis mes parents, ils ont dit, OK, on te supporte. Fait que j'ai lâché ma job. Puis là, dans le fond, pour moi, je suis devenue comme un athlète d'urgence. J'étais à l'Université Laval. Puis avec mes professeurs, on a vraiment travaillé, chaque professeur, comme si j'étais un athlète d'urgence. Mais au lieu d'être un athlète d'urgence où j'avais du soutien à l'université, où tu sais, qu'il était compréhensible, puis tout ça, c'était une bataille pour chaque prof, chaque examen, chaque truc. Puis au lieu de me donner du lousse, c'était l'inverse, on me resserrait. Ça veut dire, bon, ben si tu t'en vas au tournoi la semaine prochaine, puis il y a un examen, ben ça veut dire qu'il faut que tu fasses l'examen une semaine avant tout le monde. Ah ouais. Ou tu sais, il faut que tu remettes ton alors, projet. Alors, quand athlète, on a tellement de latitude. Puis moi, je suis pas allé à l'Université Laval, mais j'étais allé à l'Université du New Hampshire aux États-Unis, qui est la NCAA. On va dire une affaire qui s'organise pour que tu sois bien en tant qu'athlète, puis s'organise pour que tu performes au plus haut niveau possible, parce que ça fait rayonner l'université. Oui, mais moi, c'était l'inverse. Ils m'ont au moins offert, justement, tu sais, mettons, c'était des examens qu'il fallait que toutes les universités d'architecture au Canada le fassent en même temps. Moi, mon professeur, il s'arrangeait pour passer 3 heures avec moi dans une pièce 4 jours avant ma compétition internationale. Tu sais, fait qu'au moins, j'ai eu ça. C'était quoi qu'on disait, tu sais, quand... Écoute, tu remontes à 2003, tu dis? Tu sais, dans les années 2000, quand tu arrives puis que tu t'annonces à ton prof que tu as une compétition de gaming. Ils ne comprennent pas. Mais je pense qu'ils ont... Genre, ils savaient, mais c'était comme une joke, mais ils l'ont... Genre, ils comprenaient pas. Est-ce qu'ils prennent ça au sérieux, tu sais? Est-ce que... Je te dirais que si j'avais pas gagné de Coupe du Monde, tu sais, si j'allais pas à une compétition qui s'appelait « Hey, je m'en vais à la Coupe du Monde de jeux vidéo si c'était comme un... Tu sais, parce que là, maintenant, il y a des noms de compétitions par rapport. Là. Si c'était un peu ça, je sais pas s'il y avait... Je sais pas ce que ça... Sérieux, je sais pas. Ça aurait moins bien passé. Tu sais, tu racontais, t'as eu beaucoup à... Tu sais, t'as comme frayé un chemin là-dedans, mais tu sais, il a fallu que tu t'obstines aussi avec ta famille par rapport aux connexions Internet que tu avais à la maison. Parle-moi de ce volet-là, tu sais, parce que c'est une connexion Internet qui bug une fois de temps en temps. Ça peut pas fonctionner, ça affecte tes performances, ça affecte ton rendement. Je peux pas imaginer que je travaille super fort pour devenir le meilleur joueur de foot que je peux devenir, puis que la connexion Internet va faire en sorte que je performe bien ou pas sur le terrain. Tu comprends? C'est comme pour moi, c'est inconcevable. Mais toi, ça fait partie de ta réalité. Oui, bien, on est chanceux maintenant parce qu'il n'y a presque plus. Tu sais, là, je vais avouer, là, 100%, je suis commanditée par Bell, mais depuis que je suis commanditée par Bell puis qu'ils ont la fibre, j'ai pas eu un problème. Zéro, là. C'est genre life-changing. Mais quand moi, j'étais ado puis qu'on se pratiquait, moi, je jouais souvent aussi avec des filles de Californie. J'ai tout le temps joué avec les Américaines. Depuis année 2 là, de ma carrière. Ouais. J'ai joué avec les Américaines, fait que du Canada aux États-Unis, dans le temps, les connexions, là, on appelle ça le routing. Là.
c'était horrible. Puis la stabilité de la connexion, là, c'était horrible. Tu sais, mettons, ça a l'air ridicule, mais ma mère envoie un email ou elle ouvre une page en même temps. Ça fait geler mon jeu. Tu sais, des choses complètement fous. Puis, tu sais, mes parents, ils ont tout le temps été extrêmement compréhensifs. Depuis, je te dirais, le premier gros clash, après ça, ils ont toujours pris mon bord. Sauf pour 2 affaires, c'est quand je joue tard la nuit, parce que mon père était facteur, fait que ça le faisait vraiment chier que je le réveille en plein milieu de la nuit, puis je le comprends. Puis, deuxième affaire, c'est la compréhension de l'Internet, parce que même si on se bat pendant des heures au téléphone avec les compagnies, il n'y avait personne qui comprenait. Il n'y a personne qui comprenait l'enjeu d'avoir une connexion stable dans ce temps-là. Fait que tu pouvais passer... C'est pas un luxe, là, c'est ça. Tu pouvais passer des heures avec des techniciens, puis ils disent tout le temps que c'est de ta faute, que c'est ci, que c'est ça, puis toi, tu dis non, c'est genre ta connexion, soit tu me throttles, soit tu le splits dans le quartier, soit je suis trop loin de la borne, puis tu sais, c'est l'enfer. Fait, mais mes parents sont comme, on change pas de compagnie, fait que débrouille-toi. Ou l'interne de la compagnie est comme, genre, non, tout est beau, c'est ton problème, fait que c'est les fils dans ta maison. Puis tu sais, t'es comme... Là, t'achètes des amplificateurs de ci, puis ça, tu sais, comme... puis ça rien... C'était l'enfer. Puis, fait que j'ai été quand même... Tous les tournois en ligne pendant vraiment longtemps, les ligues, tout ça, j'ai été vraiment, vraiment désavantagée au Québec. Mais là, c'est l'inverse. Là, on a vraiment une belle infrastructure, mieux que la plupart des places aux États-Unis. Puis, genre, des fois, je joue sur des serveurs de Chicago. Puis du monde aux États-Unis, proche de Chicago, ont des moins bonnes conditions que moi à Québec ou à Montréal. Fait que, tu sais, je suis comme, non, maintenant, on est bien, là. À quel âge t'as voyagé pour ton premier tournoi de gaming? Je pense que c'est 17 ans, je suis allée... Ben, déjà, j'ai fait Montréal-Québec, puis pour moi, tu sais, c'était quand même gros déjà, là. Fait que ça, je l'ai fait à 16 ans. Puis, je te dirais, à 17 ans, 18 ans, j'ai fait Toronto puis New York. Puis, parle-moi de ça, ta première expérience où tu voyages, c'est pas trop dans quoi tu t'embarques ou tu sais... Ouais, ben tu mets ton ordinateur dans le soute, puis tu arrives à Toronto, puis il est tout pété. Ah non, c'est ça qui s'est passé? Oui, ben la case, là, pas les pièces à l'intérieur, mais tu sais, je connaissais tellement pas ça. J'ai acheté une valise pour mettre mon ordi. J'avais un petit ordi en aluminium super fancy, super cute. Je suis arrivée là-bas, bam, tout était brisé. Ah non. Mais... Tu sais, c'est des anecdotes maintenant, tu regardes les photos. Oh, mon premier ordi, c'est cute. Mais c'est ça. Tu payes pour un hôtel, tu payes pour une chambre pour 6 personnes. Puis tu couches à terre, puis n'importe comment. Puis... Oh, shit. Ouais. Est-ce que tu étais une des seules femmes à l'époque? Ouais. Puis parle-moi de ça, d'essayer, tu sais, de faire ton chemin dans un domaine qui est peu connu. Tu sais, déjà là, ça, c'est des obstacles. Tu sais, t'en parlais avec tes profs, avec tes proches. Puis t'arrives dans un monde où t'es pas... tu sais, t'as pas le profil typique. Est-ce que ça a été une difficulté supplémentaire? Est-ce que tu as été bien accueilli là-dedans? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'au début, comme tout le monde peut dire, c'est sûr qu'être une femme, tu as une espèce d'attention spéciale parce que tu es comme un unicorn. Là. Mais je pense que ça backfire real quick. Fait que c'est même, tu sais, quand le monde me dit ceux qui font des vidéos YouTube, Twitch, tout ça, c'est facile, t'es une fille. En fait, peut-être que l'approche est facile, mais garder ton avoir du contenu intéressant, garder tes viewers, grossir, devenir une des tops, ça, à ce moment-là, si c'est une fille, c'est 100 fois plus dur parce que c'est prouvé, tu te regardes le top 100, que ce soit YouTube channel, que ce soit des Twitch channel, il y a 0 filles ou 2 filles. Là. Parce que il y a une tendance quand même à respecter le travail fait par un homme, puis à le comprendre, puis à assumer que s'il est là, c'est parce qu'il est bon ou c'est parce qu'il est talentueux de base, alors que la fille, souvent, c'est soit parce que c'est à cause qu'elle est belle qu'elle est là, ou tu sais, genre moi, elle m'énerve parce que t'es XYZ. Fait qu'en général, reach the top, c'est plus tough en tant que fille. Fait que peut-être qu'au début, ça m'a aidé, tu sais, mettons, à avoir des gens qui m'aidaient comment jouer rapidement. Fait que peut-être que mon apprentissage de jeu de base, tu sais, je me suis liée tout de suite avec des bons joueurs parce que, tu sais, j'étais une fille, puis là, ils m'ont appris plus rapidement au début. Mais après ça, c'est quand même... Mais je pense qu'après ça, c'est 100 fois plus dur parce que tu te fais... Tu sais, en plus, tu te fais catapulter rapidement avec des bons joueurs, donc t'es pourri. Tu sais, t'as pas ton grind. Ouais, c'est vrai. T'as pas ton grind même au normal. Niveau de la confiance en soi, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que tu te fais traiter de pourri tout le temps, puis tu sais, surtout avec la voix. Moi, j'ai un jeu compétitif où on parle. Fait que tu sais, c'est tout de suite vraiment insultant, tout de suite. Puis c'est pas des insultes genre « Ah, t'es pourri », c'est des insultes « Wow », genre « À cause de ton vagin, t'es pourri ». Fait que c'est... Je pense que c'est ça la différence entre
les insultes en général de l'Internet, puis les insultes quand t'es différent. Que ça soit moi qui est une fille, que ça soit pour d'autres raisons. Là. Quand l'Internet sait que t'es différent, quoique tout le monde est différent. Fait que je vais dire, quand l'Internet sait que t'es pas un white male... Ouais, mais c'est vrai que le white male n'a pas la cote. C'est ça, mais quand l'Internet sait que t'es pas un white male, ben on te pointe facilement pourquoi t'es pas un white male. As-tu trouvé ça tough, cette période-là? Moi, je t'avoue que je me considère chanceuse parce que les médias sociaux n'existaient pas quand j'ai commencé. Fait que j'ai fait beaucoup de mes erreurs ou beaucoup de mon apprentissage puis de ma carapace directement, soit dans le jeu ou soit on retrouvera jamais mes erreurs. Tu sais, c'est perdu dans le void. Ouais. C'est que ça soit les choses que j'ai dit sur MIRC ou genre une photo que j'aurais leak. Tu sais, il n'y avait pas de cloud. Ou, exact. Fait que je suis comme contente de ça, mais ma carapace, ça m'a pris des années pour me rendre où je suis aujourd'hui. Ouais. Ta progression a ressemblé à quoi? Tu as commencé comme gamers. Ensuite de ça, on t'a recruté comme développeur. À quel moment tu fais le saut dans une carrière? Ça prend une compagnie qui te remarque, j'imagine? Ouais, fait que moi, j'ai commencé joueuse professionnelle. Je te dirais, mes 2 premières années, c'était semi-amateur. Là. Souvent, je faisais des tournois internationaux comme la Coupe du Monde, mais je payais pour y aller. Là, fait que c'est comme... Je te dirais, je comparais ça au tennis. Là, des fois, tu peux quand même faire un gros tournoi, mais il a fallu que tu te qualifies à 3 tournois avant, puis tu payes. Puis, à un moment donné, en parallèle, j'ai fait mon bac en architecture. Je suis allée finir en France. Fait que j'ai un bac en architecture internationale à Saint-Étienne, qui est proche de Lyon. Puis là, j'ai joué pour Team France à la Coupe du Monde. Puis on a fini 2e contre Team USA, qui était ma team. Fait que c'est vraiment un breaking. Bref. À ce moment-là, est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Non. Là, c'est encore toi qui te débourses, là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, excuse-moi parce que ça m'intéresse, puis je te pose plein de questions, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu as un plan où tu sais que hey, si j'atteins tel niveau, là, ça devient payant? C'est encore un peu comme... Ça n'existe pas à ce moment-là. C'est encore flou, là. Ouais. Le mot e-sport, ça n'existe même pas. OK. Genre, le mot e-sport, c'est pour moi... En fait, Fait qu'il n'y a aucune garantie que, même si tu continues à performer, que tu vas gagner ta vie avec ça. Non, en fait, la garantie, c'est que je ne vais pas gagner ma vie avec ça. Okay. C'est comme clair. Okay. Parce qu'il y a comme 3, 4, peut-être 10 personnes qui gagnent leur vie avec ça en dehors de la Corée à ce moment-là. Il y a des professionnels en Corée. C'est le sport national depuis 20 ans en Corée. Fait que, tu sais, il y a des professionnels de jeux vidéo en Corée, mais ailleurs sur la planète, c'est vraiment juste des tournois sporadiques où tu as des commanditaires sporadiques. Ouais. Puis, ton but, c'est pas d'être joueur de jeux vidéo professionnel. T'sais. Ton but, c'est de faire la Coupe du Monde puis de la gagner, that's it. Okay. Fait que moi, j'avais ma carrière, je finissais mon bac en architecture, puis là, il y a un de mes professeurs qui m'a dit « Je comprends pas ce que tu fais en architecture, t'es tout le temps dans les jeux vidéo. Genre, applique l'énergie puis la passion que tu as dans ta passion, là, dans le jeu vidéo, dans ta vie de travail, puis tu vas exploser. » Fait que là, moi, j'étais comme « Ah non, je vais être architecte. » T'as pas rapport. Mais finalement, il y avait qui rapport. Quelle belle sagesse, par exemple, de la part de ce prof-là. Tu sais. Ouais, puis tu sais, je passais mes cours puis tout, mais il était comme genre, je sais que tu l'as en toi, mais tu le canalises pas dans l'architecture, tu le canalises dans le jeu vidéo. Fait que, genre, je le vois, ton feu, genre, reste pas ici. Genre, va le développer dans ta vie. Mais il y avait rien. Fait que, tu sais, il était bien beau de dire ça, mais j'étais comme, non, je vais être architecte. Puis là, je m'en vais vivre en France. Puis toi, t'as vécu un peu partout aussi. Fait que tu sais que il n'y a rien pour te forger puis pour rechallenger tes expériences qu'aller vivre ailleurs. Fait que là, moi, ça a tout changé ma conception de, tu sais, mon parcours qui était tracé. Fait que là, j'ai fait, you know what? Je sais même pas si je vais revenir. Je vais juste appliquer en design de jeux vidéo à l'Université de Montréal en 2e cycle. Puis c'était un programme qui venait de commencer. C'était la 2e année quand moi j'ai appliqué. Puis j'ai fait un aller-retour à Montréal la journée que le programme commençait pour aller voir mes parents puis tout. Puis j'ai habité à l'hôtel pendant une couple de jours pour aller voir le programme. Finalement, je suis jamais repartie en France. OK. Fait que ça s'est commencé comme ça. Wow. Puis j'ai fait mon cours. Après ça, je suis rentrée chez Ubisoft en stagiaire. Oui. Après ça, je continuais mes Coupes du Monde, je continuais tout ça. Puis je suis devenue développeuse de jeux vidéo chez Ubisoft pendant 7 ans. C'est écœurant. Puis, tu sais, t'as ensuite de ça mis fin à ta carrière de joueuse en 2019 pour travailler pour Counter Logic Gaming, qui est une société de e-sport en Californie. Oui, puis on est... Dans le fond, moi, je travaille... La maison mère, c'est Madison Square Garden. Fait que là, moi, je travaille... Dans le fond, je suis employée Madison Square Garden. Wow. Fait que je travaille avec les Knicks, les Rangers, puis
CLG, qui est le Gaming Division. Puis ton rôle consiste à quoi? Moi, je suis Director of Development avec CLG. Fait que la division gaming, moi, je suis la directrice de développement. Fait que c'est moi qui trouve les nouvelles opportunités de développement, de venture, je fais beaucoup de projets, on essaie des trucs. Comme présentement, aujourd'hui, on lance Chess Week, le jeu d'échecs. Là. Ouais. Fait que là, c'est Chess Week à CLG cette semaine. Puis là, on célèbre les échecs. On a une joueuse professionnelle d'échecs dans notre équipe. Elle vient de Toronto. Ça donne qu'elle est championne canadienne. Wow. Puis elle est streameuse aussi. Fait que là, c'est ça. Tout est dans tout. Exact. Fait que là, on a Chess Week. Fait que c'est moi qui run Chess Week présentement ici. Mais là, ça launch sans moi. Fait que, Wow. fait que là, on a plein d'activités d'échecs toute la semaine. On a des tournois, des compétitions. On a beaucoup de dizaines de milliers de dollars impliqués là-dedans. Puis moi, dans le fond, je travaille avec l'équipe MSJ Sports. Fait que moi, je suis en dessous de MSJ Sports. Puis toutes nos équipes, on travaille ensemble. Fait qu'on a toute la même gang avec les Knicks, les Rangers, puis nous autres. Puis on travaille en collaboration. On share, mettons, la sales team. On share plein d'affaires. Nos PR, tout ça. Fait que, Puis ton objectif, c'est de mettre en valeur le volet gaming? Écoute, moi, à la base, avec un peu de prétention, c'est vraiment de changer les choses par rapport aux jeux vidéo compétitifs, de rendre ça une meilleure... je le dis tout le temps en anglais. Fait que Vas-y. Safer place pour la communauté amateur, semi-professionnelle, professionnelle, les fans, qu'on comprenne c'est quoi du LT Gaming Lifestyle, qu'on puisse redonner aussi aux gens de la communauté. Fait que moi, à MSJ, je fais toutes les initiatives gaming caritatives. Je travaille énormément avec Garden of Dreams. On travaille énormément aussi avec, mettons, You Can Play, je ne sais pas si tu connais ça, c'est une division du sport inclusive. Ils sont très, très la affiliés NFL, avec la NFL, la NHL. Ouais. Fait que moi, dans le fond, j'ai des meetings quasiment toutes les 2 semaines à You Can Play, puis on essaie de voir comment on peut transférer tout ce qu'ils font dans le jeu vidéo, puis on leur teach aussi ce qu'on fait nous. Fait qu'on a plein de partenaires en cours. Fait que, bref, moi, j'ai genre 8000 tentacules avec le Madison Square Garden, où je travaille pour leur division gaming, dans le fond. Je t'en parlais en dehors des ondes avant qu'on commence, mais tu sais, il y a quelques années, j'ai fait partie d'un groupe où on essayait de... On a tout essayé pour essayer d'acquérir les Alouettes. Ouais. Les Alouettes étaient en vente. Et ceci étant dit, on a regardé le portrait des équipes qui seraient intéressantes à acquérir à Montréal, de ce qu'on était capable aussi d'acquérir. Puis le e-sport est revenu souvent. On avait engagé des consultants, puis on s'est promené pour aller vraiment essayer de comprendre. Puis on voyait à quel point le e-sport, c'est le sport en ligne, mais je suis à des années-lumière d'une compréhension, ne serait-ce même qu'embryonnaire, sur comment ça peut s'articuler. Mais il y a, statistiquement parlant, on regarde une diminution de l'intérêt des jeunes pour jouer au soccer, au football, au hockey. Il y en a de moins en moins, mais les jeunes qui s'en vont jouer virtuellement, ça augmente de façon exponentielle. Est-ce que c'est le futur du sport, le e-sport? C'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est pas une compétition directe. Je pense que ça doit être fait en synergie. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un healthy gaming lifestyle. Mais c'est surtout parce que maintenant, on n'a pas de coach et de communauté amateur vraiment très solide. Fait que moi, je pense vraiment qu'il faut encore intégrer les jeunes d'aujourd'hui dans le sport traditionnel parce que là, il y a beaucoup plus de structure, beaucoup plus de soutien. Puis tout ce que tu apprends dans le sport traditionnel, ça se transfère immédiatement dans le sport compétitif. Surtout si tu joues en teamwork et tout ça. Donc, idéalement, là, s'il y a des parents qui sont vraiment intéressés par les sports et si leurs enfants sont vraiment intéressés, c'est quasiment bon de l'inscrire autant dans un sport compétitif pour qu'ils apprennent, mettons, l'esprit sportif, la communication, devenir un selfless membre d'une équipe. C'est extrêmement important. Et dans le gaming, en le faisant. Dans le gaming, c'est très individuel, c'est très... souvent, quand tu rentres dans une équipe professionnelle, tu te fais payer des millions de dollars, puis tu n'as rien appris de ça. Fait que tu arrives, puis il te manque un bagage énorme. Fait que ça te prend des années alors que tu es déjà en top, tu fais déjà des millions, puis tu n'as aucune idée comment travailler en équipe, communiquer, tout ça. Donc, moi, je prône vraiment... Je trouve que les meilleurs joueurs de e-sport, ils ont une carrière professionnelle ou semi-pro ou amateur dans le sport, puis soit ils ont été blessés, soit ils ont vraiment tombé en amour avec le gaming, puis là, ils ont comme transféré toute leur knowledge.
Puis donc, je crois que c'est encore important de vraiment mettre vraiment travailler ça en collaboration. Puis aussi, je pense qu'on est vraiment pas bon dans le gaming à savoir optimiser notre temps d'écran. Donc, il y a beaucoup de perte de temps à juste on appelle ça le grind, là. Dans le sport traditionnel, c'est plus évident. Tu as une limite physique que les gens ont analysée, puis ils se sont dit, OK, là, il faut que tu reposes ton muscle pendant tant de temps. Overtraining. Exact. Tu sais, là, il faut que tu te reposes parce que sinon, tu vas avoir ça va être néfaste pour toi de continuer. Mais en jeu vidéo, moi, je pense que ça existe. Ouais. En fait, c'est prouvé un petit peu que ça existe, comme justement dans le poker, dans les échecs, tout ça. Mais les joueurs de jeux vidéo se disent non, I'm grinding. Fait que, tu sais, quand on va vraiment comprendre puis optimiser ce moment-là, on va pouvoir aussi te dire, hey non, décroche, je vais faire du sport normal, puis tu vas être encore meilleur dans le jeu. Ça va t'aider, exact. Puis c'est là que moi, c'est la routine puis la loupe que je veux prôner, que je veux vraiment faire comprendre les jeunes. Hey, tu veux être meilleur dans le jeu, là? Prends une pause de 15 minutes par l'heure. C'est pas juste parce que ta mère t'a dit prends une pause puis il faut que tu aies un jeu d'or. Non. Actually, là, tu vas remettre l'oxygène dans ton cerveau, ton sang va recommencer à parcourir dans ton. Tu vas arrêter d'être en hypervigilance aussi. Tu vas pouvoir reposer tes sens, puis tu vas revenir 15 minutes plus tard, puis tu vas torcher dans le game. C'est aussi simple que ça. Mais je suis content de t'entendre parler de ça parce que le papa en moi. Puis le beau-père en moi t'entendais tantôt parler, tu sais, comme des fois, je jouais jusqu'à 5-7 heures du matin. Puis c'est évident, puis je pense que le lien est fait, tu sais, comme puis en tant que gars qui a eu des dépendances, puis qui est abstinent maintenant, c'est facile de tomber accro, tu sais, aux jeux vidéo. Tout, ça éveille tous tes sens, tu sais, comme il y a quelque chose d'enivrant. Je regarde mon beau-fils qui est capable lui aussi de passer des soirées avec ses chums, à jouer des jeux vidéo, puis après ça, next thing you know, il est rendu minuit, tu sais, puis ils ont commencé à 7 heures le soir. Fait que de t'entendre, puis de voir, puis de lire aussi sur toi que tu prônes et tu sensibilises pour les saines habitudes, pour qu'il n'y ait pas de volet sexiste, pour l'égalité des sexes de ce côté-là. Pour toi, ça allait de soi. Est-ce que ça te prend une espèce de discipline de feu pour être capable d'arrêter quand tu es dedans, tu sais? Je pense que ça, c'est ce que je travaille avec mon thérapeute, là, parce que moi, I'm never good enough. Moi, je suis tout le temps la fille la plus exigeante de la planète. Je pense que faut que tu te crées une routine, une discipline, mais il faut aussi que tu apprennes à dire c'est pas grave si un soir j'ai débordé. C'est comme binge-watcher un show sur Netflix. Mettons, là, en fin de semaine, tu te dis genre, hey, là, la nouvelle saison est sortie, j'ai binge-watché, j'ai pas dormi de la nuit. Tu vas-tu, genre, t'en vouloir toute la semaine après. Non, tu vas dire, je suis fatiguée, je vais faire attention au prochain coup. Mais ça veut pas dire que tu vas binge-watcher un autre show toute la semaine puis que tu rentreras pas travailler. Non, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à confondre des fois la passion enthousiaste avec l'addiction. Il faut aussi faire attention à confondre juste un week-end où j'ai joué beaucoup à c'est une routine de faire ça. Et c'est là que l'éducation par rapport à la cyberdépendance, par rapport aux saines habitudes de vie, moi j'appelle ça du cyber wellness, là, qui est important. Parce qu'il faut aussi faire attention à comment on appelle ça. Tu sais, si tu dis justement à ton jeune, hey, attention, t'es accro au jeu, ça peut être négatif dans le cerveau. Il associe le jeu vidéo à un moment négatif. Parce que là, tu lui dis, hey, décroche, t'es accro. Au lieu de le voir comme une activité saine, puis de dire, hey, viens donc me parler de ta game, là, on va faire genre on va se faire des nachos ensemble, viens me parler de ta game. Puis après ça, tu retourneras jouer avec les boys. Ah, OK, là, il s'en vient, il prend sa pause, il voit ça d'une façon positive, il est content de retourner aller jouer avec les boys. Au lieu que tu dises... parler aussi, pas obligé de se cacher pour... il va t'en parler. Il va peut-être même, après sa prochaine game, « Yo, genre, j'ai gagné! » puis sortir. Tu sais, fait que c'est ça, l'espèce de routine qu'il faut avoir. Et donc, c'est pas nécessairement une discipline de feu, mais je pense que c'est de regarder ça d'un côté positif. Le jeu m'épanouit. Puis je veux que ça continue à m'épanouir, sais-tu? Donc, je veux avoir une loupe positive, tu sais. Fait que moi-même, là, quand je commence à être fatiguée devant un meeting, tout ça, tu sais, j'ai des habitudes. Là, j'appelle ça faire des thés, mettons. Tu fais ça de même avec tes bras, là. Ceux qui nous écoutent à la radio, je suis en train de faire, je lève mes bras droits. Dans les airs, puis ensuite en forme de croix. Puis après ça, je fais un thé. Puis genre, tu fais ça 5-6 fois, là. Puis c'est comme si tu prenais une shot de café. Ah ouais, hein, toi, fait que c'est tous des exercices que tu as... Parce que... Fais-le là. Ben, t'es en forme, là. Fait que non, moi, je suis pas en forme. Fais-le 5 fois. Je dirais pas non à une shot de café, moi. Fais-le 5 fois, puis tu vas sentir tes membres comme tingly un peu, puis genre faire « Ah, OK, peut-être j'ai un petit... »
Mettre une petite dose d'énergie, là. J'aime ça. Puis là, bam! Moi, j'avais. Mais c'est quoi? Puis le sportif en moi aime ça, ces trucs-là. Je sais aussi. Moi, je m'étais fait donner comme truc à un moment donné dans la journée quand t'es fatigué, de te coucher sur le dos puis de mettre les jambes au mur, les jambes dans les airs pour faire descendre la circulation. Puis je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont s'identifier à toi aussi. Tu sais, quand tu joues pendant des heures, ta posture. Ouais, là, je suis vraiment pas une belle posture. Là, j'ai les jambes croisées. Fait que toi, t'es vraiment conscientisé à tout ça. Tu sais. Là, depuis tout à l'heure, je me dis, oh mon Dieu, c'est la caméra, je suis vraiment pas un bon exemple. Il faudrait que. Ouais, mais là, t'es dur avec toi-même. Il y a aussi un volet, tu sais, comme quand on prend les saines habitudes de vie, de l'entourage, tu sais. Je pense, entre autres, moi, dans tous les changements qui sont opérés dans ma vie, autant au niveau personnel que professionnel, c'est l'entourage compte pour beaucoup. Ouais. Fait que est-ce que, tu sais, c'est la même chose de votre côté dans ton domaine? Tu rencontres d'autres gamers qui, eux autres, ont passé la nuit blanche, qui jouent « Hey, moi, je me sens aligné ». Est-ce qu'on glorifie ce côté-là? Tu sais, des fois, je trouve qu'on glorifie l'overwork. Tu sais, comme hey, « j'ai fait un 17 heures en ligne, j'ai fait un… » Tu sais, comment est-ce que vous gérez ça entre vous autres? Tu sais, comment est-ce que vous parlez de ça? Moi, je trouve ça difficile parce que je suis vraiment je suis une des seules qui trouve pas ça hot. Tu sais, il y en a souvent qui font des 24 heures de stream, tout ça, puis j'en ai fait moi-même. Puis excuse-moi de rire parce que Marc-Antoine, avec qui je travaille, que je trouve le moyen de name dropper à chaque show, est rentré tantôt un peu brûlé parce qu'il a fait un 24 heures de stream en fin de semaine. Tu me niaises? Mais c'était pour une fondation. Fait qu'il y avait un défi relié à ça. C'est bien drôle. Mais non, mais tu sais, je veux dire, je l'ai déjà fait. Je pense que j'ai fait 4 fois. J'ai même fait un 36 heures. Tu sais, fait que je comprends, mais en même temps, je pense que dans ce temps-là, j'étais vraiment dans la mentalité grind, dans cette mentalité-là. Puis il y a un énorme, problème de santé mentale puis de burn-out dans mon domaine. Ah ouais, hein? Puis de blessures. Il y a des jeunes de 21 ans qu'il faut se fassent des opérations, là, au poignet, au bras. Il y a plein de carrières qui ont été brisées à cause de ça. T'sais, ils ont 20, 21 ans, là. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ah non, fait que c'est une mauvaise éducation, mauvais suivi. Puis c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'ils commencent à se faire suivre quand ils sont pros. C'est déjà beau, là, maintenant, là, qu'on a, tu sais, on prend ton Rangers de New York, on a les mêmes soutiens, là, que ce soit les thérapeutes, que ce soit les coachs, les analystes, tout ça. Mais ça commence quand ils sont pros. Je te pose une question que je pense qui est sur les lèvres de tout le monde, puis tu sais, t'es pas obligé de répondre, puis on n'est pas obligé de parler de toi là-dedans, mais financièrement parlant, à quel point est-ce que c'est viable maintenant? Est-ce qu'un kid qui commence, puis tu peux me parler de toi, tu n'es pas obligé non plus, ou me donner un exemple fictif, mais est-ce que je sais que quelqu'un peut très bien gagner sa vie en gamant? Je te pose la question en t'envoyant plein d'informations. Okay? Je termine mon petit segment. Quand j'ai été avec les Jets de New York en 2008, je regardais, tu avais 5-6 gros joueurs, gros noms dans l'équipe qui faisaient plusieurs millions de dollars par saison. Tu avais des joueurs un petit peu plus dans le milieu, puis tu avais une panoplie de joueurs comme moi qui faisaient le minimum, qui était très intéressant, plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais il y avait un gros roulement. Est-ce que dans le gaming, c'est similaire? Premièrement, est-ce que tu peux bien gagner ta vie? Si oui, est-ce que c'est seulement les gros noms qui gagnent bien leur vie, puis toutes les autres essayent de les rattraper, ou est-ce que le bassin de joueurs professionnels sont tous bien rémunérés? Je dirais qu'il y a au-dessus de 1000 joueurs sur le circuit international, dans plusieurs jeux confondus, qui font au-dessus d'un, je dirais, 1 demi-million. OK. Puis il y en a mais qui 1000 joueurs sur toute la communauté internationale. Ouais, fait que c'est quand même une petite portion. Après ça, je te dirais, mettons, entre 50 000 à 500 000, peut-être 10 000, mettons. Mais l'affaire qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que il y a tellement de métiers connexes qui ne sont pas nécessairement les joueurs professionnels. Fait que même si un jeune, son but, c'est de devenir un joueur professionnel, il peut devenir manager de joueurs professionnels, il peut devenir... tu sais, dans le fond, prends encore une fois... Ou comme toi, développer des jeux puis des trucs comme ça. Prends encore une fois le Canadien de Montréal, mettons. Toute l'équipe qui est autour, le staff qui est autour, il y a ça dans le jeu. Puis là, maintenant, il y a une division e-sports dans toutes les compagnies. Les compagnies, dont je prends Popeyes, là, Popeyes, c'est peut-être pas le bon exemple, mais j'allais prendre un autre... Prenons Atypique. Atypique. C'est très possible qu'un jour, vous engagez quelqu'un
juste marketing e-sport. Mhm. Il y a des jobs dans tous les commanditaires qui ont leur division e-sports maintenant. Tu as des Donne-moi un stations de exemple, télé, du excuse-moi, coverage. Ben, mettons, je te dirais Coca-Cola e-sports existe. Fait Mais j'ai jamais entendu parler. Tu sais, comme, qu'est-ce qu'ils font? ben, dans le fond, ils s'occupent. C'est comme un peu Red Bull, mais ils font leur division sport extrême puis tout ça. Ben, maintenant, dans la plupart des compagnies, ils créent des divisions e-sports parce que c'est tellement gros, tellement niche. Tu peux pas. Puis ça se joue à l'interne? C'est comme leur... Ben, ils font, mettons, la pub que tu vas voir dans les tournois. Des fois, ils font leur propre tournoi. Des fois, ils engagent des influenceurs, ils travaillent avec eux. Mais c'est tellement niche, même si ça touche des milliers de personnes, voire millions, le monde, les compagnies, ils doivent quasiment créer leur division parce que ça prend le knowledge. Il faut que tu sois endémique, il faut que tu t'apprennes à connaître la communauté. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais, les commanditaires qui n'ont pas cette division-là ont plus de misère dans la communauté. Mais je suis d'accord parce que, tu sais, nous autres, on est porte-parole de Nintendo. On parle entre autres de la Nintendo Switch. Puis on a plongé un peu dans les chiffres puis la démographie des gens. Tu sais, puis en tant qu'entreprise, souvent, ce que tu veux, c'est être capable de rester jeune. C'est pas juste des ados qui game. La moyenne, je pense, est au-dessus de 33 maintenant. Au-dessus de 33, mais ça reste qu'il y a des ados, il y a des jeunes adultes, il y a beaucoup de femmes aussi maintenant, 50%. probablement grâce à toi, 50%. Ben, tu vois, fait que pour une entreprise qui veut parler à une certaine démographie de gens qui sont des jeunes professionnels qui ont de l'argent, ben, taper sur ce clou-là, c'est le plus stratégiquement intelligent. Ils n'ont pas la télé. Ils n'ont pas la télé, ils consomment juste du YouTube et du Twitch. Exact. En bas de 30 ans, il n'y a pas personne qui a la télé. Fait que c'est un... Puis ils ne consomment pas les journaux, ils ne consomment pas les médias traditionnels. Fait que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour les compagnies d'aller chercher. Fait que c'est le public cible. Puis on est super, je te dirais, intense. Fait que si une compagnie arrive, fait quoi de cool, le monde l'achète. C'est pas plus compliqué que ça. Ils prennent des photos avec le produit, puis ils sont comme genre, yo, moi je supporte les gens qui nous supportent. Puis, fait que les compagnies qui étaient là dès le début, là, le monde sont super loyaux, puis c'est vraiment intense. Puis c'est pas juste les compagnies comme ça, c'est aussi, comme je te disais, mettons, les top agencies de célébrités aux US, maintenant, ils ont leur division e-sports. Les top... prends n'importe quelle, je te dirais, la compagnie. Moi, je me fais headhunter par, mettons, même des gens qui... de chez Morgan Stanley là, qui veulent que j'investisse mon argent. Là. Ils vont targeter les gens des sports parce qu'ils savent qu'on a de l'argent. Fait qu'on va être investi ton argent comme il faut, tu sais. Fait que là, tu sais, tout le monde a commencé à comprendre, là, tu sais. Oui. Que nous autres, on parle depuis 20 ans, là. Tu parles d'investir de l'argent, puis ça m'amène, je voulais t'en parler un petit peu plus tard, puis je sais pas si j'imagine, peut-être que je fais des raccourcis que tu t'y connais, mais je vois tellement de choses passer sur les NFT. Est-ce que tu as embarqué dans cette vague-là des non-fungible tokens? Puis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'art numérique dans lesquels on peut investir, puis là, on vante les retours sur investissement, puis qui ont pas de bon sens. T'es-tu embarqué là-dedans? Semi. Je vais t'expliquer la différence. Moi, ça fait des années que j'investis dans des collections en ligne de trucs. Fait comme, par exemple, de jeux vidéo, j'ai des skins de jeux qui ont pris des valeurs inestimables. Par exemple, j'avais des skins que j'ai achetés 25 cents en 2014. Récemment, le dernier s'est vendu à 500 000. Fait que, tu sais, juste pour te dire, fait que j'ai investi dans des genres de... Mais ne sachant pas que ça s'en... C'est ça. Fait que là, moi, depuis... De 25 cents à 1 demi-million, un de tes skins? Ouais. Ben, moi, je l'ai vendu quand il était 10 000. OK, mais quand même, de 25 cents à 10 000. Yes. Mais je comprends qu'après ça, tu continues à suivre l'évolution de ces skins-là, puis tu fais comme... Yes. What if? Yes. Tu sais, c'est sûr que genre... Puis j'en ai vendu 4 à 10 000. Fait que, tu sais, j'ai quand même fait un petit 40 50 000 avec 5 piastres. Mais, tu sais... Ou un peu moins de 5 piastres. Mais c'est comme, oh shit, si je les avais gardés. Puis ça, c'était en 2018. Fait de 2018 peux pas penser comme ça non plus. T'sais. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai investi dans des affaires de même depuis vraiment longtemps. J'ai toujours été collectionneuse. Maintenant, j'ai des cartes virtuelles, tu sais, comme des cartes de hockey, mais de joueurs, de jeux, tu sais. Puis j'en ai des physiques. Fait que, tu sais, ça, j'en ai beaucoup, là. Je pense que j'ai la 20e plus grosse collection d'un jeu de cartes au monde parce que, tu sais, en tout cas, bref, nous, on les scanne, puis ça devient virtuel, puis tu es capable de comparer les collections des autres. Mais j'ai pas encore acheté des NFT parce que je veux plus comprendre ce que ça fait avec l'environnement. J'ai quand même un blocage par rapport à comment ça fait mal à l'environnement. Je sais qu'il y a des NFT qui sont avec... Avec les mining, là, tu parles? Ouais, qui sont des environmental friendly NFT, là, mais tu sais,
je pense que j'ai pas assez fait de recherche pour me dire, ah oui, ce type de NFT-là, j'embarque là-dedans parce que ça fait pas mal à l'environnement. Moi, j'ai pas encore compris pourquoi. Parce que ce que je vois, on dirait à tous les jours, c'est des nouvelles collections d'NFT. Là, ça l'autre. Puis je me dis, pourquoi celle-là va monter et pas l'autre? Comme, des fois, je trouve que c'est tout spéculatif. C'est comme des stocks. Mais oui. C'est pire que des stocks parce qu'au moins des stocks, la compagnie fait des actions qui vont... il y a un produit, tu sais, où il y a quelque chose de concret à ça. Puis je pense que c'était Gary Vee ou quelqu'un qui donnait qui expliquait peut-être grossièrement ce qu'est un NFT. Bon, des gens disaient, si tu vois, c'est comme aller prendre en photo la Joconde. Elle t'appartient pas. Ou c'est comme aller devant un big mansion, un gros manoir, te prendre en photo avec, le manoir t'appartient pas. Mais à la limite, dans la vraie vie, si tu es propriétaire du manoir, tu peux vivre dedans, puis profiter. Alors que si tu es propriétaire du volet numérique d'un dessin, les apes, là, c'est la grosse mode. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça. Comment c'est monnayable? Mettre la Joconde sur ton mur, I guess. Parce que dans le fond, c'est une espèce de pride, là, parce qu'il y a des sites de plus en plus qui se créent. Moi, je vois ça comme t'as la banque, t'as l'espèce de musée, puis t'as le consommateur. Fait que, tu sais, il y a des places. Toi, t'achètes de quoi à la banque, puis tu peux le mettre dans plein de musées, tu sais. Fait que toi, t'es comme... Il va y avoir de plus en plus de sites où tu vas pouvoir montrer tes NFT, puis montrer ta collection. Puis d'après moi, il va y avoir une espèce de lore qui va se créer autour de hey, moi, ma collection tu peux le louer puis l'exposer à quelque part. À vaut tant, parce que là, selon l'évaluation de ce site-là, à vaut tant. Fait que tu es capable de montrer ton... J'appelle ça du e-pénis, la grosseur de ton e-peen. Check jusqu'où je suis capable de pisser. Oui, exact. Mais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, puis j'aurais de l'intérêt, mais on dirait que je saurais pas quoi évaluer pour acheter quelque chose qui part, tu sais. Mais je pense que il y a certains NFT qui sont plus noob-friendly. Je te dirais, par exemple, les NFT de la NBA, il y a plein de je pense que d'équipes sportives. Je sais que les Knicks, nous, on touche pas au NFT encore. Là. Okay. On est vraiment en période de... Tout ce qu'on touche, là, le Madison Square Garden, si on le fait pas bien, ça tourne en feu. Là. Ça peut vraiment faire exploser beaucoup trop de choses. Fait qu'on... Vous êtes très prudent. On est vraiment prudent. Fait que là, nous autres, on touche pas au NFT encore. On est en période d'analyse depuis genre quasiment un an. Là. Fait que, mais quand tu parles... je pense que ce soit les autres équipes ou directement avec la NBA, je pense que tu peux présentement... ils lancent des NFT, puis là, le monde les achète, puis là, ça sold out, des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est comme nous. C'est des collections, c'est ça, limitées, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est une bonne façon de commencer à t'intéresser à ça, mais encore une fois, parce que tu sais que c'est legit, que c'est produit par quelqu'un qui n'est pas, genre, monsieur dans son sol, qui fait un dessin peintre, là. Mais en même temps, comme je t'ai dit, je sais pas au niveau environnemental. Le présentement, il faut que tu trouves ton NFT, il faut que tu trouves la compagnie, tu es sûr de ne pas te faire avoir. En plus de ça, il faut que tu t'assures qu'environnementalement. Puis il faut que tu l'achètes avec Ethereum. Ou là, c'est l'autre affaire. Là, comme, combien de plateformes ça te prend pour être capable de l'acheter? Ouais. Tout ça en sachant pas si c'est totalement legit. Fait que il y a beaucoup de freins. Ouais. En tout cas, de choses qui me ralentissent dans ce processus-là. Et tu fais bien de ne pas trop être crazy. Parce que c'est extrêmement instable, puis aussi parce que, encore une fois, moi, l'environnement, je trouve ça trop... En quoi est-ce que ça affecte l'environnement? Je t'entends dire depuis tantôt, puis je comprends que le Bitcoin, puis l'Ethereum, puis tous les autres coins, il y a du mining. Donc, tu as besoin de sites pour miner tout ça. Je pense que c'est en mining, puis en électricité, puis tout ça. Je pense qu'acheter un NFT, là, les gens qui sont vraiment intenses là-dedans vont me dire c'est pas exactement ça les chiffres, mais dites-nous-le au pire dites-nous-le au pire dans les comments. Là, mais genre, je crois que ça équivaut à, mettons, un NFT, ça équivaut à 20 000 km d'un char. C'est une affaire là, qui est incroyable. Puis pour moi, c'est tellement abstrait. C'est comme un dessin numérique. Fait que mais c'est parce qu'après ça, il faut l'enregistrer sur le blockchain. Puis c'est tout ce processus-là. Qui prend de l'énergie pour l'environnement qui est nocif. Je t'amène à une autre place parce que comme tu es là et que tu te connais tellement, je me dis peut-être que tu as une opinion là-dessus, mais Facebook est devenu Meta. NFT, Metaverse, tout ça est interrelié. Veux pas, là, j'ai vu passer ce matin une publication qui disait qu'il y a comme un espèce de site
virtuel qui a été vendu pour je ne sais pas combien de millions de dollars. Les gens commencent à plonger dans le metaverse après l'annonce de Mark Zuckerberg avec la suite ou la nouvelle direction que prend Facebook. Comment tu envisages ça? T'sais? Ben, moi, je capote. J'ai vraiment hâte. Je trouve ça vraiment sick. Mais en même temps, j'ai vraiment peur parce que le problème, c'est qu'on a déjà de la difficulté à gérer au niveau du gouvernemental, au niveau de la police, au niveau de notre système d'éducation, l'intégration de l'Internet normal, là, que je voulais dire, que ce soit les médias sociaux, que ce soit la santé mentale, que ce soit, comme tu dis, la dépendance. En fait, j'en ai même parti une compagnie. Là. J'ai parti une compagnie qui s'appelle Élever pour justement conscientiser, des fois, je fais des anglicismes, la population à ce genre de choses-là. J'appelle ça la cyber-citoyenneté. Puis les 4 C de Miss Harvey, tu sais, la cyberdépendance, cybersécurité, cyber-bien-être, j'ai essayé de le dire en français. Et Cyber-wellness. Oui, c'est ça, cyber-wellness, comme ça se dit. Cyber-wellness. J'ai dit dépendance, sécurité... bien-être. Bien-être, puis le bullying. Wow. Cyberbullying. Fait que j'essaie vraiment d'éduquer parce que moi, je pense qu'on a... Tu sais, je sais qu'on a d'autres problèmes dans la vie, là. Tu sais, juste quand on parle du système de la santé et tout ça, on a des gros problèmes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, ben la santé mentale, ça passe après. Mais là, on commence à en plus en parler, fait que ça, c'est yes. Mais on n'a jamais pris le taureau par les cornes. Ouais. Et puis là, le taureau, là, il est dans la ville. Là. Tout le monde est impossible de déconnecter. Tout le monde a son sel. Tout le monde est pogné là-dedans. Tu sais, juste avec le VaxiCode, tout le monde doit l'avoir sur son sel. Oui, tu peux l'imprimer, mais tu sais, je veux dire, tout le monde... Bref. Et puis, on n'a jamais eu de bonnes pratiques en tant que citoyen. On nous a jamais appris à des citoyens, à des cyber-citoyens. Ouais. On n'a aucun pilier de la société qui nous soutient. Puis, le web évolue plus vite que ce qu'on est capable de gérer. Fait que, tu sais... Le cybercrime doit être bien plus gros que le crime dans la vraie vie. Pourtant, d'après moi, je suis pas mal au courant, la cyberpolice au Québec, elle est moins forte que la police. J'en sais quelque chose. D'autres, on a eu une situation, mais où on avait réussi à retracer l'adresse IP de quelqu'un qui nous menaçait. Puis, je suis allé... moi, j'ai beaucoup d'amis dans la fraternité des policiers. Puis, j'étais allé à la SQ pas loin pour aller leur ramener ça. Puis, le monsieur m'a dit, c'était le monsieur à la cybercriminalité. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de vol. Oui, il y a eu des menaces. Il y a eu des trucs comme ça. Faites juste sécuriser vos trucs le plus possible. Puis, tu peux déposer ta plainte. Les chances qu'on soit capable de la traiter sont presque nulles. C'est comme un gars dans un département. Je sais pas, ça a dû progresser, ça fait plusieurs années. Mais tu as raison, la cyber... Écoute, depuis le début de la pandémie, je sais pas pour toi, mais l'hameçonnage, les façons d'essayer de nous accrocher, de nous avoir en ligne, c'est fois 1000, là, ça a décuplé. Là, mais moi, j'ai fait toutes mes erreurs jeunes, encore une fois. Fait que, quand j'ai leaké mon adresse, tout ça, j'avais 16, 17, 18 ans. Puis des fois, même, ça me backfire now à cause que j'étais très jeune. Fait que, moi, en cybersécurité, je me suis toute fait faire, là, ça, c'est sûr. Fait que je suis comme... Je prône... moi, j'ai un esti de gros stalker, là, en Chine. Ah ouais. Qui est complètement fou. Je travaille avec le FBI, puis la sécurité du MSJ qui protège les Knicks, puis les Rangers sont avec moi. Puis qu'est-ce qu'il fait, ce stalker-là? Déjà, il m'écrit, mettons, 5 emails par jour depuis 4 ans. Tu sais, des gros emails, là, puis dans sa tête, on est ensemble. Puis il est extrêmement violent. Il s'est déjà présenté à des tournois que j'avais fait en Chine physiquement. Tu sais, il me suivait. En tout cas, bref, ça a été vraiment intense. Puis il reconstitue, par exemple, ma location à chaque fois que je vais à quelque part. Il fait des comptes sociaux, des médias sociaux où c'est juste des photos, mettons, Google Maps où je suis présentement. Puis il réussit vraiment à trouver là, des... C'est un whiz, lui aussi, sur le web, là, j'imagine. Ouais, puis je sais qu'il fait tout ça sur des VPN parce qu'en Chine, il n'y a pas accès à ça. En tout cas, bref, c'est vraiment, vraiment bizarre. Il me fait des demandes d'argent. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé... Ça, c'est inquiétant, quand même. Oui, fait que, tu sais, je suis quand même assez suivie, là. Là, j'en parle ouvertement maintenant parce que je sais que j'ai la sécurité du MSJ behind me. Mais, tu sais, avant, j'en ai jamais parlé parce que le plus t'en parles, le plus que... Bref. Mais il faut être... Tu sais, moi, je suis pas tant big. Tu
Tu sais, si on compare à l'Internet, là, je suis pas tant big comme célébrité, puis ça m'arrive. Fait que, tu sais, ça peut arriver avec tout le monde, n'importe qui. Puis surtout, moi, je me protège, je fais attention. J'ai même pas mon nom sur mon condo, là. Tu sais, genre, je suis vraiment anonyme partout. Puis ça m'arrive pareil. Quelqu'un qui veut se protéger... Tu sais, je suis très, très actif sur le web. Je m'y connais pas tant, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un comme moi de se protéger quand même, tu sais, ou il faut-tu le faire soi-même? Est-ce qu'il y a des firmes qui font ça de cybersécurité, qui viennent puis qui checkent un peu toute la patente puis qui te le sécurisent puis qui te le montrent un peu? Ou... Ben, j'imagine que oui, mais l'affaire, c'est que même si une firme arrive puis ils font tout ça, mais ils t'éduquent pas, t'es pas plus avancé. Ça sert à rien. Tu vas arriver genre dans un événement pas rapport avec ton cell, tu te connectes au Wi-Fi puis... C'est fait, c'est ça. Je veux dire, même si tu as un soutien puis on t'arrange ton ordi, ta maison, t'achètes une nouvelle tablette. Fait que le gros problème, c'est vraiment l'éducation. C'est vraiment... Mettons, t'achètes un .com demain, là. Tu mets ton adresse sur la facture du .com. Ton adresse est disponible à partir de maintenant dans l'Internet. De même. Puis, c'est un snapshot quasiment à vie, là. Fait que si tu le mets pas privé dès que tu l'achètes... Moi, c'est ça que j'avais fait à 16 ans, dans le fond. J'avais mis l'adresse de mes parents. Puis là, j'avais mon site Internet, puis là, ça avait liquide même. Tu sais, fait il y a plein de mini détails. Quand tu t'achètes de quoi sur PayPal, mettons, ton adresse de livraison est disponible à la personne où tu as acheté, je pense automatiquement, même si tu ne fais pas livrer. Fait que moi, j'ai mis l'adresse du centre Vidéotron. Je comprends. Ouais. Genre, j'ai carrément mis l'adresse du centre Vidéotron. Il faut que tu t'y connaisses pour être capable de savoir tout ça, mais... En fait, tu te fais avoir une fois, après ça... Ouais. Mais moi, je dis toujours, à la maison, si vous écoutez, là, même si tu es le meilleur dans la sécurité, si quelqu'un veut détruire ta vie, il va détruire ta vie. Ah ouais. Fait que dans le fond, tu te mets juste le plus de filets possible pour que les gens qui font du phishing, là, qui vont chercher, mettons, 1 million de personnes... Ils vont décider, c'est trop compliqué. Ouais, ils vont faire, non, mon algorithme, whatever, celui-là, il passe pas. Fait que tu évites au moins, genre, les masses fraudes. Ouais. Mais si demain, genre, tu dis quelque chose dans les médias, les gens disent, on cancelle Étienne Boulay, probablement tu te fais comme ça. C'est peurant, hein, quand même. Ouais. Moi, je me suis toujours dit, n'importe quelle photo que j'ai prise sur mon cellulaire à partir de... Il y a genre, je pense, 5 ans, je me suis dit, si quelqu'un décide de me cancel, ils vont trouver mes photos. C'est drôle, hein, parce que c'est quelque chose que j'expliquais aussi à Eden, mon beau-fils, qui a 13 ans maintenant, mais de faire très attention avec les conversations qu'il y a même en privé sur les réseaux sociaux, parce que, tu sais, screenshot, c'est pris rapidement. Des fois, on dit des... Il n'y a rien de privé. Non, c'est ça. Il n'y a rien de privé. Même quand on se parle là, mettons, on n'aurait pas l'équipe de tournage, là, dès que tu as un téléphone... c'est pour ça que, mettons, c'est con, là, mais les caméras, les protections de caméra, là, ton laptop, as-tu une protection devant ta caméra? N'importe qui peut se connecter, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est facile. Puis c'est pas genre, c'est pas comme, oui, dans le futur. Non, je te jure, tu peux acheter. Et moi, j'ai déjà lu une affaire, tu sais, un chargeur de téléphone, là, tu plugues ça dans le mur, la personne a pogné accès à ton Wi-Fi avec ça. Fait qu'elle c'est une puce qu'elle tu mets dans, tu sais, elle fait juste changer ton chargeur ou t'achètes un mauvais chargeur, whatever. Hey, moi, ça me fait angoisser. Puis là, il peut rentrer dans ta caméra. Damn, that's it. C'est aussi simple que ça. C'est facile c'est pas genre, ça prend pas des... On n'est pas dans le futur de James Bond, là. C'est non, genre... puis ça prend pas des top hackers pour être capable de faire ça. Non. C'est ce que je comprends. Puis moi, ça me fait angoisser. Puis c'est facile de devenir parano, un peu, là-dedans. Ben, en fait, la façon d'être parano, c'est... De pas être parano, c'est de te dire, c'est sûr que quelqu'un me veut du mal ou veut m'hacker ou peu importe, est capable. Donc, à ce moment-là, tu t'outilles en sachant que c'est possible. Fait que tu achètes tes petites caméras. Quand tu prends ta douche, tu as un laptop, cache ta caméra. Tu sais, quand tu parles de trucs, mettons que tu dis, c'est pas grave, on est entre nous autres, tu sais jamais qui peut enregistrer, tu sais jamais que, tu sais, fait que ça te conscientise à, pas être parano, mais à avoir un behavior qui s'adapte à la communauté qu'on est maintenant, à la société qu'on est maintenant, là, qui est, honnêtement, il n'y a plus de behind the door. Là. Genre, oubliez ça. Ouais, c'est ça, de off the record n'existe pas. Off the record n'existe pas. T'as raison. Fait que c'est juste comme ça qu'il faut le prendre. Fait que moi, je suis pas parano. Je sais juste que, mettons, tu sais, des photos osées, là, moi, j'en ai jamais pris. Comme je disais tout à l'heure, j'en ai pris, mettons, peut-être à 16 ans, là, mais j'en prends pas. Puis c'est pas parce qu'à un moment donné, je me dis, c'est pas grave, c'est mon chum, tatati. C'est même pas à cause de mon chum, j'ai peur, là. C'est genre,
je sais que ça va leak. Ouais. Genre, no matter what. Genre, no matter what. Fait que ça te garde straight. C'est fascinant. Mais je veux revenir quand même au Metaverse, OK? OK. Encore une fois, ça me fascine, mais je le comprends pas tant. Alors, j'anticipe que les personnes qui me suivent sont peut-être pas les plus calées non plus dans le Metaverse. À quoi ça va ressembler, là, ce que Facebook nous a annoncé? Là? Ben, moi, je vais t'avouer que j'ai pas genre lu beaucoup d'articles autres que genre le main qui annonçait. Là. Fait que tu sais, je peux pas te dire ça va être ci, ça va être ça. Mais je pense qu'on le sait pas exactement ça va être quoi. Mais moi, ce que j'ai peur, là, c'est qu'on a déjà des problèmes de désinformation alors qu'on avait juste une plateforme Facebook. Fait que tu sais, là, quand on va être immersé, ça va être comme être crazy. Ouais. Fait que, bref. Mais, tu sais, c'est une espèce de... Moi, je vois tout le temps ça comme Second Life. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. C'était Bon, oublie ça. C'est un peu vieux maintenant. C'est une espèce de... Ben, tu peux vivre ta vie directement sur Internet. Et même, des fois, ça va être plus facile et plus rapide de la vivre. Tu sais, mettons, d'aller dans le magasin, dans le Metaverse, pour voir les produits, que d'aller directement physiquement dans le magasin. Il y a des choses qui ne pourront jamais être remplacées. Tu ne vas pas le filer. Exact. Tu ne pourras pas jamais le filer, puis tout ça. Mais tu sais, comme ça, tu le vois déjà des fois, mettons, tu achètes des lunettes en ligne. Là, ils te foutent les lunettes d'en face, puis tu vois si la monture est trop large, pas assez large. Puis tu es capable de faire ça. Mais c'est ça, mais pour tout. Tu voyais ça dans les films, puis tu te dis, wow, on est rendu là, tu sais. Mais non, on est rendu là. Puis je pense que la pandémie a vraiment accéléré le processus parce que là, ça a équipé tout le monde. Tout ce que. Moi, la pandémie. Ça a là, équipé et éduqué tout le monde. Moi, la pandémie, c'est les compagnies se disaient, bon, dans 10 ans, on va être où on est maintenant. Mais là, on est déjà arrivé là. Fait que là, ils disent, oh shit, là, il faut prévoir comme dans 20 ans, on aurait été où? Fait que là, on est là, tu sais. Fait que le Metaverse, c'est un peu ça. Il y a un volet excitant, quand même. Ben, moi, c'est pour ça que je suis excitée, parce que j'aime la techno, j'aime ça, les nouveaux trucs. Mais le problème, c'est qu'en tant que société, moi, je pense qu'on est vraiment pas prêts. Fait que là, Où il y a une portion de la population qui va l'être. Puis il y en a une méchante gang qui va être perdue là-dedans puis qui va être peut-être plus vulnérable de ce côté-là. Ouais, je veux dire que le pourcentage va être très faible des gens qui vont être prêts à s'outiller mentalement, physiquement, sécuritairement. Ouais, t'as raison. Tu sais, moi, mais la plupart de mes amis pro-gamers vont se faire avoir. Tu sais, ils sont pro-gamers, là, puis ils sont pourris avec ces affaires-là. Là, ils n'ont même pas de two-factor authentication sur la plupart de leurs médias sociaux. Fait qu'on part de loin. Présentement, on se parle, mais présentement, c'est vrai. T'es à Big Brother. Ouais. Là, les gens comprennent évidemment que ça a été enregistré avant ton départ en janvier. Ouais. Explique-moi comment on t'a recruté puis pourquoi t'as accepté. Ben, c'est drôle, t'es la première personne que je le dis, outre ma famille immédiate. Là. Fait que c'est un méga scoop, mais vu que tu m'as assuré que ça sortait en janvier, le monde va savoir. Promis. À moins qu'on se fasse écouter là, comme ce que tu viens de me dire. Raison, mais j'ai un two-factor authentication, fait qu'on n'est pas pire de ce côté-là. Écoute, j'ai un agent américain, international, puis un agent québécois. Puis l'agent québécois... C'est qui ton agent québécois? Il s'appelle Martin, Réverbère Média. Ben oui, Martin Refiange. Ouais! Ben oui, je connais très bien Martin. J'adore! J'ai travaillé avec Martin, il est à zone 3. Ah, ben oui, J'adore Martin. Moi aussi. Fait que, genre, ça a été un gros fit quand on s'est rencontrés, juste avant la pandémie, en fait. La pandémie a hit, puis dans le fond, la collaboration était spéciale parce que j'ai jamais vraiment fait ça où on doit collaborer avec mon agent américain. Mais moi, je voulais un agent québécois à un moment donné parce que c'est juste on est une micro-société. Fait que ici, c'est... Mon agent américain comprend pas, là, tu sais. Non, c'est un autre écosystème, là, le Québec, là. Mais il est extraordinaire quand on fait affaire avec, genre, le world. Mais quand on arrive avec le microsystème québécois, ben déjà, il parle pas français. Fait que c'était... Fait que l'association avec Martin, moi, je la trouve quand même extraordinaire. Fait que Martin me dit, ça a été aussi simple que ça. Ouais, Big Brother, ils veulent que tu rentres sur le show. Puis là, j'étais comme, ouais. Il dit, ouais, t'es... Genre là, si tu me dis oui, t'es un candidat de Big Brother en janvier. J'étais comme... Ça, c'était en septembre ou en août. Quand même, c'est tôt. Ouais. Fait que là, j'ai dit, what the fuck, genre, si tu faut que je fasse le casting call, parce que moi, j'étais habituée de faire cette affaire-là, le casting call, puis tout. Il dit, non, là, tu dis oui, t'es pris. Fait que je sais pas ce qui s'est passé, parce que c'est pas eux qui m'ont contacté directement, ils ont passé par Martin, puis j'ai pas annoncé nulle part là, que Martin, c'est mon agent. Là, ça fait 3 ans. C'est ça. Fait qu'il dit, non, tu rentres. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Je connais pas l'émission, puis tout. Il dit, t'es en train d'écrire un livre, là? J'étais comme, ouais. Mm-hmm.
dit ton livre est prévu sortir quand? Je suis comme mars en français. Tu rentres dans la maison avec c'est ça. Mais c'est tellement... Bon, premièrement, je pense que c'est le fun, puisque j'ai remarqué de la saison 1, puis je l'ai pas suivi assidûment, mais il était respectueux des gens qui ont participé. Très unique, parce qu'apparemment, aux États-Unis, c'est pas ça du tout. Non, puis il fallait que ce le soit. Tu sais, quand tu rentres à Occupation Double, quand tu rentres dans d'autres émissions, souvent, ils veulent t'étiqueter un peu parce qu'il faut qu'il y en ait. OK, elle, c'est la méchante. Elle, c'est la bubbly. Lui, c'est le lourdeau. Puis parce que tu as une histoire à raconter, veut pas. Ça va être une télé-réalité. Eux autres, ils ont un show, un divertissement à rendre. Mais au Québec, t'as pas le choix d'être respectueux des gens qui participent parce que sinon, tu sais, je veux dire, dans Big Brother, dans les personnalités, je parle parce que sinon, la saison 2, il n'y a personne qui veut embarquer, puis il n'y aura pas de saison 3. C'est vrai, t'as raison. Fait que t'es safe de ce côté-là. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé, d'ailleurs, premièrement, merci de me donner le scoop. Ça aurait été weird. Tu sais, tu passes l'émission pendant que je suis dans la house, puis on entend t'as raison, pas. mais j'apprécie, pour vrai. Puis il faut en parler, mais tu vas être là-bas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'anticipe qui ne te permettront pas d'avoir accès à ton téléphone à tous les jours ou probablement avec parcimonie, mais est-ce que ça va te faire une espèce je suis complètement coupée de la planète pendant le temps que t'es là. Puis ça peut être jusqu'au 14 avril. Ah oui, c'est ça. Ça peut être un 3 mois quasiment. Fait que moi, je dis à tout le monde, c'est comme si je mourais parce que c'est ça, mes impôts, les finances de ma compagnie. Faut que tu places tout le reste à l'entour. Je disappear, là. C'est pas comme si je suis en voyage puis là, je peux checker des affaires. Là. Mon livre, là, il faut que ça finisse avant. Moi, je suis une des personnes qui travaille le plus au monde. Je dis ça, mais je sais pas tout. Mais je travaille énormément. Fait que ça m'angoisse comme... Ça fait des mois qu'on le sait, puis c'est fou, là. Il faut que je mette mes choses en place, puis j'essaie de tout mettre les projets que je voulais faire le plus possible, là. Fait que j'en dors plus. Plus, je suis pas très coloc, là. Fait que ça, j'ai déjà l'impression... Je vais juste embrace le fait que j'haïs ça. Genre, là, quand on a lu les règles à la maison... genre, juste le fait qu'il faut faire nos épiceries ensemble, puis genre, qu'il faut s'arranger pour la bouffe, j'étais déjà, oh non! Je suis trop bien pour ça! Y a-tu un volet, il y a un volet thérapie là-dedans, il y a un volet détox? OK, mon thérapeute, là, il pense que ça va être la meilleure affaire qui m'est jamais arrivée. J'ai ce feeling-là aussi, que ça, tu sais, de un, bravo, parce que ça te sort de ta zone de confort. De deux, pour la première fois, probablement à longtemps, puis on se connaît pas tant, mais tu vas avoir des longueurs. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas le droit aux jeux vidéo, j'ai pas le droit à Internet, j'ai pas le droit à rien. Il y a une salle de gym, puis tu vas te déposer, tu vas réfléchir. J'ai même pas le droit d'un crayon papier. Mais je pense que c'est là... Ah non! Genre, sauf dans mes journées de congé. Ah, mais je pense que c'est là... En tout cas, dans mon cas, là, si je me fie à moi, les peu de fois où je me permets de rien faire, c'est super déstabilisant au début, puis à un moment donné, là, c'est là que les meilleures idées viennent. Puis que ça te donne une espèce de perspective sur toute l'espèce de folie de ta vie. Tu fais comme, hey, ça, je fais ça pour rien, out. Ça, je pourrais l'optimiser en faisant. Tu sais, puis, fait que je pense que ça va te donner une belle. Est-ce que ton chum est stressé, parce que de pas te voir pendant une couple de temps? Non, tu sais, je voyais. Avant la pandémie, je faisais 2 à 3 vols par semaine. Fait que j'étais déjà partout sur la planète. Beaucoup, fait qu'on est quand même une dynamique. Je te dirais déjà habituée. Là. Fait que non, ça, c'est pas très grave. Moi, il y a plus peur pour moi, là, parce que, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai quand même une personnalité intense. Fait que, tu sais, on a comme... J'ai pas peur, mais je me dis, oh mon Dieu, j'espère que personne va m'énerver parce que je suis du genre à leur dire... Mais les gens vont t'aimer pour ça. Tu sais, est-ce que tu planifies... parce que tu m'as confié que t'étais pas la plus experte du jeu Big Brother? Non, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Est-ce que tu vas te préparer? Ben là, Jean-Thomas Jobin a gagné. Fait que là, je vais glisser dans ses DM une fois que ça va être annoncé. Fait que là, Jean-Thomas, parce qu'on se suit aussi sur Twitter aujourd'hui. Mon agent me force à écouter la première saison, que j'ai pas faite encore. Il faut aussi que je me remette en forme physiquement, apparemment. Oui, il y a des défis physiques, c'est vrai. Ouais, puis moi, je suis vraiment rendue une patate. J'ai pris 25 livres dans la pandémie. C'est incroyable. Mais sache que t'es pas la seule. La pandémie a affecté beaucoup de gens. Je m'en remets en négativement, peu importe. Mais... Ouais. Ça m'a fait du bien à mon mental, mais ça me fait vraiment pas du bien à mon physique. Donc, il faut que je regarde ça. Mais il me reste de moins en moins de temps. Je m'en vais faire les photos pour l'ouverture du show en fin de semaine. Ah ouais, okay. Puis là, je suis comme, non, trop de jouets. Mais là, t'es dur avec toi-même. Puis...
Mais non, faut pas que tu penses comme ça. La silhouette, là, tout ça, c'est nous avec nous. Ouais. Puis c'est ça l'affaire. Mais ça, c'est un autre sujet complètement. Mais je suis convaincu que tu vas aimer ça. Stéphanie, ça fait comme 1 heure et quelques qu'on se parle déjà. Attends, mais on peut pas arrêter avant qu'on se parle de... Tout le monde en parle 2012. Ah. Faut absolument qu'on se parle. J'étais sur le show avec toi. Shit, pour vrai? Oh, oh non! Tu t'en souviens pas? Non. Oh my God! Avec la première ministre. Ça, je me souviens. On était ensemble sur le show. Quand je me suis endormi. Face à face. Je me suis dit, c'est la seule affaire que je vais parler aujourd'hui. OK, je remets les gens en contexte. J'ai pas le choix. C'est drôle, ça. 2012. Je suis à Toronto, je vais pas bien. Psychologiquement, puis tu sais, je suis capable d'en rire maintenant, mais je suis vraiment dans le plus gros tourbillon ever. Commotion cérébrale, après commotion cérébrale, puis j'ose plus en parler parce que je sais que ça va signer la fin de ma carrière. Divorce. J'avais marié une Américaine quand je jouais aux States, puis tu sais, comme elle est repartie aux States avec mon garçon. C'était un shit show. Ma vie est tout croche. Tu sais, les deux choses les plus stables dans ma vie, que ce soit le football ou la famille, tout ça est défait. Je consomme à outrance. Puis, je suis coupé des Alouettes en 2012. Je re-signe quelques semaines après avec Toronto, l'ennemi. Puis, tu sais, comme première game dans l'uniforme de Toronto, c'est à Montréal. Tu sais, comme tout est fait pour me casser, puis ça le fait. Sauf que on connaît une bonne saison avec les Argonauts. C'était up and down, puis à un moment donné, on a piqué au bon moment, on est arrivé dans les playoffs, puis on a runné le show. On est venu battre Montréal à Montréal, qui a été ma petite vengeance. Puis après ça, on a gagné la Coupe Grey à Toronto. Puis après la Coupe Grey, c'est dimanche soir. Je consomme, puis je sniffe de la coke à tous les jours, toute la nuit, du lundi jusqu'au jeudi, qui est l'enregistrement. Tout le monde en parle. Puis quand j'arrive à Montréal, mais je n'ai plus, tu sais, fait que j'arrive au show un peu fatigué. Puis là, à un moment donné, bon, je suis sur le premier bloc, tu sais, puis je commence à parler. Puis le deuxième bloc, c'est Madame Marois qui rentre. Puis là, moi, mon niveau d'énergie, la pression vient de tomber. Puis les 4 jours de pas dormir, plus la game de foot, commence à me rentrer dedans et je m'endors en ondes. Et on va peut-être être capable de rajouter des images là, parce que les images sont disponibles. Puis t'étais sur ce show-là, Steph? Je suis rentrée après Mme Marois ou 2 personnes après. Et puis, tout le monde me demande « Ah, puis c'était comment? Le monde, c'était pas... » Tu sais, il y a pas les Denis Drolet étaient là, puis il y avait... je pense que c'est le... Je me souviens de rien. Le Joker, il a dit au Denis Drolet « Ah, pourquoi vous rentrez pas dans Steph? » Puis là, ils ont dit, ben, c'est parce qu'on aime ça, les jeux vidéo. Tu sais, fait que ça a été comme... Ouais, bref, anyway. Puis, je suis tellement désolée de pas m'en souvenir. Mais non, mais moi, j'ai tellement pas mémoire. Ce qui est drôle, c'est qu'après, tout le monde me disait, puis comment Étienne? J'étais comme, il avait l'air bête en tape. Tu sais, moi, je savais pas, t'avais des problèmes de consommation. Ben, personne ne savait à ce moment-là. Fait que il avait l'air bête. Les 2 autres joueurs de foot étaient bien plus fins parce que c'était les joueurs du GR. Il y avait Arnaud Gascon-Nadon et je me souviens plus qui était l'autre. Ouais. Puis là, quand j'ai appris ça des années après, tu sais, qu'est-ce qui s'était passé, parce que t'en avais déjà parlé dans un autre contexte, j'ai ça explique tout! C'est quoi? Mais puis j'ai pas été souvent bête ou tu sais, comme souvent c'était parce que j'avais très honte de consommer puis des problèmes, j'étais pas capable d'arrêter. Puis quand les gens venaient me rencontrer, je voulais pas, parce que j'avais des tics, j'avais les pupilles grossies ou j'étais brûlé raide, fait que je voulais. Tu sais, je m'effaçais un petit peu plus. Fait que probablement que ça donnait l'impression que j'étais bête ou que j'étais tout simplement bête. Mais j'ai des... comment dire... des patterns, là. Les gens, des fois, je croise les gens dans la rue, là, puis sont comme « Boulet! Je t'ai déjà rencontré! » Puis dans ma tête, c'est tout de suite comme « Fuck, dans quelle période? Okay, dans quel contexte? » Puis là, j'étais comme « J'étais-tu cool? » Ouais, t'étais cool! Ah, OK, parfait! Tu sais, comme... Non, mais, I mean, t'étais juste pas là. Tu sais, mettons, moi, je parlais à tout le monde, puis je regardais les yeux de tout le monde. Mais tu sais, toi, t'as regardé à terre. Hey, mais... T'as regardé à terre pendant 45 minutes de mon entrevue. J'étais épuisé, puis j'essayais de rester réveillé. À un moment donné, je regardais dans la foule, puis j'étais comme, OK, spot une fille cute, puis essaie de rester réveillé. Il y a rien qui fonctionnait. Puis... je suis désolé si j'ai eu la bête la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est la première fois en 2012. Puis t'as accepté quand même de venir sur le show aujourd'hui? Ben oui, parce que j'ai appris à te découvrir après dans d'autres contextes, puis je te trouve très, très cool.
Mais merci tellement, puis merci d'avoir ramené ça sur le sujet. Ça a fini sur un high, j'en reviens pas. Stéphanie Harvey, les gens peuvent te suivre où? Les gens qui ne sont pas des pro gamers. Je suis tout sur les... Prenez votre média social préféré, je suis là, @ Harvey probablement. Ouais. Je fais du contenu en anglais, en français. Je suis sur Twitch. J'essaie de faire du TikTok, mais je suis pourrie. Instagram, Stories, Facebook, everywhere. Là. Merci infiniment. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Puis quand il y a des dossiers chauds de Metaverse, là, je te réinvite, c'est clair. C'est fort. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci d'avoir participé. Je vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires dans les comments, évidemment. Puis, on est disponible sur toutes les plateformes. Encore une fois, Week-end 99.5 du lundi au vendredi de 5h30 à 9h. Puis, si vous avez envie d'être en santé, rendez-vous chez Popeyes.